Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Alexandre Houle et Jessica Grenon de Jeunes Adultes Gays pour nous parler des services offerts par l'organisme. Bonjour Alexandre et Jessica, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Quel cheminement vous a mené à ce que vous faites aujourd'hui au sein de l'organisme? Moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai étudié en sexologie à l'UQAM. J'ai terminé en 2007. Puis, moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est travailler auprès des jeunes adultes gays, lesbiennes, bisexuels, les jeunes de la diversité, en fait. C'est pour ça que j'ai étudié dans ce domaine-là. Quand j'ai eu l'offre d'emploi au JAG, je me suis dit c'est exactement le domaine dans lequel je voulais travailler. Puis j'ai dit oui tout de suite. Pour ce qui est de moi, étonnamment, on a quand même le même parcours, si on veut. Moi, j'ai mon bac en sexologie. Pourquoi je suis à l'organisme? C'est entre autres grâce à Alexandre qui m'a invité à venir à l'organisme à Saint-Hyacinthe. Donc, je me suis impliquée à la base comme bénévole, puis en étant membre. Puis finalement, il y a eu un poste d'intervenant qui s'est libéré. J'ai postulé, puis j'ai eu l'emploi. Donc, ça a été vraiment génial à partir de ce moment-là. Donc, ça va faire bientôt 5 ans que je suis à l'organisme. Pouvez-vous nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? En fait, l'organisme a été créé en 1997. Ça fait presque 22 ans qu'il existe. La mission première, en fait, c'est de démystifier l'homosexualité, la bisexualité, tout ce qui a rapport avec la diversité sexuelle et aussi offrir des modèles positifs aux gens de la communauté LGBTQ+, des modèles positifs auxquels s'identifier, puis avoir un milieu de vie aussi qui est sécuritaire, puis où est-ce que les gens peuvent être eux-mêmes. Donc, grosso modo, là, c'est vraiment ça la mission de l'organisme. Pourquoi ça a été créé à la base? Au début, c'était vraiment des jeunes qui avaient pas de lieu pour parler de leur réalité. Parce que si on recule, là, il y a 22 ans, c'était pas du tout la même réalité qu'aujourd'hui. Ça a été créé à la base comme un groupe de discussion. C'est une intervenante du CLSC qui a mis en contact les 3 jeunes qu'elle voyait en suivi individuel. Puis elle leur a dit, vous devriez vous rassembler puis faire des rencontres de groupe. Et c'est de là que c'est parti le JAG et qu'ensuite, c'est devenu un organisme communautaire. Et là, suite à ça, il y a eu plusieurs membres, il y a eu d'autres activités. Maintenant, il y a eu des interventions qui ont été faites dans les écoles. Et puis là, on ratisse beaucoup plus large. Là, c'est aussi des milieux jeunesse, des cégeps, des centres de femmes. On fait beaucoup plus que qu'est-ce que c'était à la base. Mais au départ, c'était vraiment des groupes de discussion qui ont fait naître le JAG. Quels services offrez-vous à votre clientèle? Plusieurs services, comme un peu Alexandre en a parlé. Principalement, nous, on se promène dans les milieux jeunesse, que ce soit les écoles secondaires, on va même au primaire, auprès des 6e années du primaire, parler des impacts de l'homophobie. On va au cégep, justement, centre de femmes, beaucoup cette année. On va dans les maisons de jeunes également. On se promène vraiment un peu partout, ça pour faire de la sensibilisation au niveau de la diversité sexuelle sous différents ateliers, que ce soit de la démystification de l'homosexualité et de la bisexualité. On a aussi un atelier qui s'appelle l'atelier Alliés, ensemble contre l'homophobie et la transphobie. Donc, on aborde vraiment cette réalité-là, puis on demande, dans le fond, aux jeunes, comment vous pouvez, vous, être des alliés des personnes de la diversité sexuelle. Donc, c'est vraiment en les mettant en contexte, dans des mises en situation, les faire réagir. On a aussi vraiment un atelier qui aborde toute la différence au niveau de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'orientation romantique. On y va vraiment large, dresser un portrait, parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, mais c'est quoi LGBT, toute l'acronyme? On essaie de répondre à ce besoin-là. Des fois même, on fait des ateliers sur mesure pour les différents milieux. Donc ça, c'est un type de service qu'on offre. Notre local qui est sur Saint-Hyacinthe, il nous permet de faire des rencontres de groupe. Donc à tous les jeudis, il y a des rencontres et c'est très social. C'est pas de la thérapie. C'est vraiment pour se faire des amis, être soi-même au sein d'un groupe sans se faire juger par rapport à son orientation sexuelle ou son identité de genre. On joue à des jeux de société, on peut regarder des films. Des fois, c'est des ateliers qu'on leur offre. Des soirées plus libres aussi, également, où ils ont plus besoin de jaser. Vraiment, c'est diversifié, mais c'est principalement pour se faire des amis puis pouvoir être soi-même. On a aussi un groupe de discussion pour personnes trans. Donc ça, c'est depuis février dernier ça a été mis en place. Pour l'instant, c'est du par et pour. C'est 2 co-animatrices qui sont trans, donc à différents moments de leur transition et tout ça, et qu'elles animent ce groupe-là. Donc, les personnes viennent le soir. C'est 2 vendredis par mois. Les personnes qui se présentent parlent de leur processus de transition, parlent de leur inquiétude, peut-être briser beaucoup leur isolement, parce que souvent, c'est des personnes qui sont victimes beaucoup d'isolement. C'est un beau groupe qui va très bien présentement. Donc, ça, c'est génial. Ou sinon, si on peut faire également de l'intervention individuelle. Donc, quelqu'un qui a besoin de parler à un intervenant, c'est possible de le faire. Donc, ça peut être un rendez-vous qu'on se fixe, que ce soit par téléphone, ça peut être face à face, ça peut être également par Facebook aussi, parce que
on trouve que ça fonctionne bien. Des fois, c'est moins gênant de poser ces questions par écrit que soit face à face, c'est une alternative qu'on offre. Donc, il y a plein de façons de communiquer avec nous, qu'on puisse répondre aux besoins parce qu'on a vraiment ce souci-là. Il y a même des intervenants, que ce soit dans des CLSC, qui nous appellent pour avoir des indications. Qu'est-ce que je dois faire quand un jeune se présente, parle de son processus de transition? Donc, on peut accompagner un peu l'intervenant là-dedans. Pourriez-vous nous expliquer l'acronyme LGBTQ? Oui, en fait, assez simple, mais complexe en même temps. On est un organisme LGBTQ+. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision-là? Le plus inclut toute autre orientation sexuelle qui n'est pas déjà incluse dans les lettres principales. Donc, LGBT, ça veut dire lesbienne, gay, bisexuel, trans. Q, ça peut être autant pour queer qu'en questionnement. Que quelqu'un qui est en questionnement, qui n'est pas certain d'être homosexuel, bisexuel, qui se questionne sur son identité de genre, se dit fluide dans le genre, des choses comme ça, il est inclus dans l'organisme. On inclut aussi les personnes qu'on dit pansexuelles. Pansexuel, c'est un terme qui est relativement nouveau, puis que des fois, les gens nous regardent avec des points d'interrogation en disant « c'est quoi ça, pansexuel ?» Il y en a beaucoup qui vont confondre avec la bisexualité. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil, dans le sens qu'une personne bisexuelle va dire qu'elle est attirée par les hommes et les femmes, tandis qu'une personne pansexuelle va dire les hommes, les femmes, ou quelqu'un qui se considère ni homme ni femme, quelqu'un qui peut se considérer les deux, quelqu'un qui va dire je suis une personne trans, quelqu'un qui va dire moi mon orientation sexuelle est non définie. En fait, la personne pansexuelle va dire moi je suis attiré par un autre être humain. Ce qui compte pour moi, c'est pas ce que la personne a dans sa tête ou dans ses culottes, c'est vraiment juste sa personnalité. Est-ce que le lien est fort entre nous? Est-ce que j'ai envie de développer une relation avec cette personne-là? Est-ce que je suis attiré sexuellement, amoureusement? C'est vraiment plus large que la bisexualité. Et ça, les jeunes, de plus en plus, vont utiliser ce terme-là. On le voit dans les écoles secondaires, il y en a de plus en plus qui vont dire qu'ils sont pansexuels. Il y a aussi les personnes intersexes. Le I, c'est pour intersexe. Autrefois, on pouvait dire des personnes hermaphrodites. Maintenant, on n'utilise plus ce terme-là. Parce que hermaphrodite, c'est une déesse grecque. Fait qu'on s'entend que ça date un petit peu comme définition du terme. Puis une personne hermaphrodite, dans la mythologie, en fait, avait les deux sexes fonctionnels, ce qui n'est pas le cas d'une personne intersexe. Souvent, la personne intersexe va être infertile ou va avoir un sexe plus développé que l'autre. C'est pas la réalité de ce qu'on entendait par hermaphrodite, donc c'est pour ça que c'est plus ce terme-là qui est utilisé. On a les personnes asexuelles qui vont dire ben moi j'ai pas d'attirance sexuelle. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de sexualité, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas ce désir-là et ce besoin-là d'exprimer leur sexualité de façon avec un partenaire. Souvent, ils vont avoir des relations sexuelles avec une personne parce qu'ils sont en couple. Puis l'autre personne n'est pas asexuelle. Ils savent que l'amour est assez fort entre eux, qu'ils vont le faire pour leur partenaire, pour lui faire plaisir. Ils vont peut-être en retirer quand même du plaisir, mais ils n'ont pas le besoin de l'exprimer nécessairement. Ça, c'est des personnes asexuelles. Fait qu'il y a une panoplie de termes. Puis c'est sûr que nous, quand on va, exemple, dans les classes ou dans les milieux, on ne va pas nécessairement définir tous ces termes-là parce que c'est pas nécessaire non plus. Mais il y a des gens pour qui c'est important. Des gens qui ont besoin de s'identifier à un mot, à une réalité. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est juste qu'on veut pas non plus enfermer les gens dans des étiquettes et dire, bon, parle-moi de toi. OK, toi, t'es hétérosexuel, homoromantique, fluide dans le genre. On travaille pas comme ça au JAG. Mais si quelqu'un vient et dit, bon, mais moi, je suis pansexuel, bon, on va prendre la personne avec ce qu'elle vient de nous dire. C'est une personne pansexuelle. Mais on parlera pas de ça à tout bout de champ non plus. Là. On va pas dire, OK, toi qui es pansexuel, parle-moi de... On va l'appeler par son prénom. On va parler de ce que la personne a envie de parler, là, pas nécessairement de son orientation sexuelle. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont perdus là-dedans, qui se demandent à quoi ça sert. L'être humain aime ça, mettre les gens dans des cases, comprendre des réalités. Fait que c'est sûr que s'il y a des mots associés à des réalités, les gens vont comprendre mieux cette réalité-là. Si jamais vous voulez avoir plus de détails, je vous dirais qu'il y a des super bons sites, là, comme exemple alterhero.com, qui parle de ça, puis qui définit les termes. Moi, je vous recommanderais d'aller voir un site plus spécialisé si jamais vous voulez avoir encore plus de détails. À qui s'adressent principalement vos services? Nous, techniquement, c'est 14 ans et plus. Mais si, exemple, il y a un jeune qui est en questionnement, qui a 12 ans, on ne le laissera pas avec son questionnement. On va y répondre au mieux de nos connaissances, justement, comment bien l'outiller, demander au niveau de l'intervenant à l'école, peut-être, qui va pouvoir être plus épaulé. Mais pour ce qui est de fréquenter l'organisme, mettons les jeudis soirs, que c'est plus social, on demande que le jeune ait au moins 14 ans. On va avec différents types de clientèle, dépendant des milieux où on va. On travaille auprès des personnes aînées également, donc de plus en plus. Donc, on sait que c'est un besoin aussi de démystifier des tabous, des préjugés, des stéréotypes auprès de cette clientèle-là. C'est pour ça, c'est jeunes adultes, donc jeunes et adultes, notre clientèle.
Que voulez-vous apporter au sein de votre communauté? En fait, nous, on en parlait justement ce matin avec notre directeur, le terme communauté pour nous, on s'adresse pas juste à la communauté LGBT. Comme exemple, à Montréal, la communauté LGBT est plus organisée. Il y a plusieurs organismes qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent parler de diversité, qui se comprennent là-dedans. Tandis que nous, en région, on est le seul organisme LGBT, fait qu'on peut pas se concerter avec d'autres organismes LGBT. Il y en a pas d'autres dans notre région. On va le faire avec des organismes de d'autres régions qui sont LGBT. Mais pour nous, le sens de communauté, c'est communauté au sens large, c'est-à-dire tout le monde. Je veux dire, nous, le JAG, on n'est pas replié sur nous. Ce qu'on fait, en fait, c'est des partenariats avec, exemple, la Maison de la Famille, des tables jeunesse, des centres de femmes, des cégeps, des écoles secondaires, des organismes en santé mentale. Vraiment, on essaie d'être le plus inclusif possible, puis on essaie aussi de s'inclure dans ça. D'ailleurs, on est félicité pour notre tendance à faire de la concertation puis des partenariats comme ça, mais ça fait partie de notre philosophie. Les 3 employés, on est là, même le conseil d'administration, pour eux et pour nous, ce qui est important, c'est que les gens de la communauté en général nous fassent une place et on fait notre place. C'est pour ça qu'on fait des projets avec des maisons de jeunes et tout. C'est super important pour nous. C'est bien beau d'être accepté de la communauté, mais si les personnes hétérosexuelles nous soutiennent et sont alliées avec nous, je trouve que ça a encore plus d'impact et de poids que si on est juste nous-mêmes dans notre propre communauté. On est déjà convaincus du bien de ce qu'on fait, mais si la population ne l'est pas, il y a une partie du travail qu'on ne peut pas faire. On veut apporter des modèles positifs puis montrer qu'on est comme tout le monde en fait, puis qu'on a les mêmes besoins. C'est juste qu'on a une spécificité que les autres n'ont pas, c'est-à-dire par rapport à notre orientation sexuelle. Faire tomber les tabous, justement, les préjugés. Quand on est sur des tables de concertation, ces différents organismes communautaires et tout ça, ils connaissent pas nécessairement la réalité. Fait qu'on apporte souvent notre teinte et parler d'inclusivité, d'ouverture, juste dans les propos qu'ils vont avoir avec leurs utilisateurs, leurs membres ou leurs clients. Donc, c'est vraiment d'apporter cette nuance-là et puis de les sensibiliser à la réalité de la diversité sexuelle qui peut les entourer. Donc, c'est beaucoup de la sensibilisation, là. Quelles sont les valeurs que votre organisme veut transmettre? Au-delà de tout, c'est le respect parce que justement, on accueille les gens qui viennent au JAG comme ils sont. C'est sûr que des fois, ça peut venir heurter tes valeurs. Puis nous aussi, là, en tant qu'intervenants, on n'est pas meilleurs que les autres. Là. Il y a des gens qui peuvent arriver au JAG, puis des fois, on fait « Oh, OK, faut que je me fasse une idée dans ma tête parce que je n'avais pas pensé à ça, ou c'est la première fois que je rencontre une personne qui vit telle chose ou qui s'identifie de telle façon. » Fait que c'est pas toujours facile, puis comme dans la société en général, au niveau de la santé mentale, mais c'est pas tout le monde qui a le même niveau de santé mentale, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de revenu, qui a la même éducation, qui a la même vision de la vie, tout dépendant de l'âge. Il faut vraiment respecter la personne comme elle est quand elle vient à notre organisme. La confidentialité aussi, parce que si quelqu'un se confie à nous, c'est clair qu'il faut pas le dire à tout le monde. Hey, en tout cas, lui, il m'a dit que hey, c'est pas facile. T'sais. On peut pas faire ça. Nous, on prône beaucoup que s'il y a des choses qui se disent au JAG, ben ça reste là. On diffuse pas sur les médias sociaux des confidences ou ce qui se passe dans nos soirées. C'est pas secret, mais en même temps, il y a des gens peut-être qui sont pas identifiés comme LGBT dans leur famille ou à leur milieu de travail. Fait que si tu commences à diffuser des photos, j'ai rencontré un tel au JAG, puis tu mets ça sur ton fil d'actualité Facebook, ben ça se peut que cette personne-là était pas out ou elle l'a pas dit à son entourage. Aussi, comme je l'ai dit en début d'entrevue, les modèles positifs, c'est vraiment quelque chose qu'on met de l'avant. Parce que c'est pas parce que tu viens au JAG que tu as nécessairement besoin du JAG. Des fois, ça se peut que tu viennes offrir quelque chose au JAG en tant que membre, parce que pour toi, je sais pas, tu es heureux dans ta vie. T'as un conjoint, t'as une conjointe, t'as un chum, t'as une blonde, t'as un travail, les gens t'acceptent. Tu peux quand même venir au JAG. T'es pas obligé d'être mal en point ou en difficulté. Au contraire, si tu viens au JAG puis que t'es heureux puis que tu peux offrir aux gens la possibilité de voir que ça se peut d'être heureux, ben ceux qui ont plus de difficultés vont pouvoir s'identifier à toi et faire « OK, peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais avoir un chum. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je vais avoir un enfant ou je vais pouvoir changer de sexe. Puis ça va être bien accepté. Ici, au moins, si dans ma famille, c'est pas accepté. » Fait que ça, là, c'est quelque chose de vraiment majeur. Puis ça s'est transformé au fil du temps. Tu sais, comme je disais au début, quand le JAG a été créé, c'est parce que les gens vivaient des difficultés puis étaient pas mal dans le placard, étaient pas mal invisibles. Aujourd'hui, l'homosexualité, on en parle plus, mais ça veut pas dire qu'il reste pas des difficultés, mais on est rendu ailleurs. T'sais, on est rendu à pouvoir offrir un milieu de vie où les gens sont eux-mêmes et ils sont pas toujours en train de dire « ma famille m'accepte pas, puis c'est donc dur la vie ». Il y en a que oui, mais je te dirais que la majorité des membres aujourd'hui qui viennent au JAG vivent quand même assez bien leur réalité, mais ils ont juste besoin d'être plus eux au sein du groupe, c'est ça qui arrive. Fait que ça se transforme vraiment au fil du temps.
Ceux qui fréquentent le JAG aussi, on le dit, c'est le respect de tous et chacun, puis on dirait que c'est ancré, ça vient facilement pour eux. Peu importe la personne, elle arrive comment, elle s'identifie de quelle façon, le prénom qu'elle veut utiliser. Il y a cette belle écoute-là également. Donc pour nous, c'est important que chacun se sente respecté, en sécurité également dans le milieu, qu'ils peuvent être eux-mêmes. Si, mettons, dans leur famille, auprès de leurs amis ou au travail, qu'ils peuvent pas parler de leur réalité, mais qu'au JAG, ils peuvent se le permettre, pour nous, c'est important. Vous parliez de modèles forts. Trouvez-vous que dans les médias, on représente assez la diversité sexuelle? Je trouve qu'on est dans une bonne lancée présentement parce qu'on sort enfin des stéréotypes qu'on associe à quelqu'un qui est gay ou une personne qui est lesbienne ou un personnage trans. Et je trouve que présentement à la télé, on y va dans une diversité de l'orientation sexuelle d'un personnage ne devient pas l'élément central de l'intrigue. Ça, enfin, je suis vraiment contente de ça. Que c'est pas caricatural, que c'est pas des personnes qui ont un mal de vivre parce qu'ils peuvent pas en parler. Non, souvent, c'est des personnages qui vont être plus épanouis. C'est pas des stéréotypes. Donc ça fait vraiment du bien. On est dans une bonne lancée. Mais je trouve qu'il y a encore à mettre ça de l'avant, que ce soit justement des personnages qui sont secondaires, mais des fois, ça peut être des personnages principaux, mais qu'enfin, que l'identité de genre ou l'orientation sexuelle soit pas centrale. Au niveau de l'identité de genre, je pense qu'on a encore quelque chose à faire, mais il y a des belles amorces présentement. Oui, effectivement. Puis tu sais, c'est sûr que moi, je rêve du jour où il y aura une série gay à Radio-Canada, où tu sais que le personnage principal sera un homosexuel. En même temps, faut pas non plus se dire on est donc spéciaux, fait qu'il faudra avoir une série sur nous, mais tu sais, c'est comme un équilibre là-dedans, mais c'est juste que c'est rare que les personnages principaux vont être homosexuels, c'est des personnages secondaires. Mais au moins, il y en a. T'sais, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, c'était impensable. C'est très, très stéréotypé aussi. Par rapport à l'identité de genre, mais on a vu dans la série Hubert et Fanny, puis on a vu aussi dans Rupture, 2 personnages de jeunes qui veulent faire une transition avec des réactions différentes de la part soit des parents ou de l'entourage. Puis j'étais comme, enfin. Puis aussi, c'est que c'est bien amené, c'est bien documenté. Je pense à Rupture en particulier pour pas la nommer. Mais tu sais, ce qu'on dit dans les classes ou ce qu'on a en formation, ça a été traduit à l'écran, puis c'était juste. L'information était exacte. Enfin, parce que c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que c'est être une personne trans. Puis surtout, il y en a plein qui pensent que il est bien trop jeune ou elle est bien trop jeune pour savoir. Non, l'identité de genre se construit vers 5, 6, 7 ans. Fait qu'on peut pas dire que quelqu'un qui a 12 ans, qui dit je veux être un gars ou je veux être une fille, qui sait pas de quoi il ou elle parle, c'est pas vrai. Parce que ça se construit très tôt, l'identité. Il y a ce genre de propos-là puis qui était véhiculé à l'écran, puis que c'était juste, puis c'était pas donc ben une espèce d'anormalité. Non, c'était super bien amené. Probablement que dans les années à venir, il y en aura plus. T'sais, même dans Mémoire vive, il y avait 2 filles qui ont décidé d'avoir un bébé, puis c'était comme, ben oui, elle va être une bonne maman. Hey, wow, on est vraiment rendu à pouvoir montrer des familles homoparentales. Moi, la seule chose, le petit bémol que je déplorais, c'est que souvent, quand c'est 2 filles, on va plus démontrer l'intimité puis l'affection entre ces 2 filles-là. On va les voir s'embrasser, soit avoir une relation sexuelle. On sait très bien ce qu'ils ont fait. 2 gars, c'est pas aussi clair. Souvent, ils vont se serrer plus dans leurs bras, ils vont se donner à peine un bec. Je trouve qu'il y a encore l'espèce de tabou de « on veut pas voir 2 gars se frencher ». Mais pourquoi? Tu sais, c'est quoi la différence? Je pense qu'on pourrait aller encore un peu plus loin, mais en même temps, moi, je suis super content au moins qu'il y ait ces images-là à l'écran. On verra dans les années qui s'en viennent. Quel est le territoire couvert par votre organisme? Très grand territoire. On couvre 6 MRC. On va autant à Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Sorel. On passe par Belleuil, Saint-Hilaire, Actonville, Saint-Hyacinthe, Chambly, Marieville. C'est quand même grand. Puis, il faut pas oublier qu'on est juste 3. On est 3 employés, une poignée de bénévoles, genre 3-4, qui peuvent nous aider dans nos interventions. C'est un immense territoire. On fait beaucoup d'interventions à peu d'employés. On couvre large. Quel est le principal défi de votre organisme et pour vous comme intervenant? Comme organisme, puis je pense qu'on n'est pas seul, la réalité au niveau budgétaire, l'argent veut pas parce que justement on est 3 employés. On a de plus en plus de demandes, honnêtement. Et il faut répondre à ce besoin-là, mais avec le montant qui est quasi le même à chaque année. C'est à ce niveau-là, en tant qu'intervenant. Puis Sandra, j'ai eu cette réflexion-là dernièrement. Tu sais, parfois, on se demande, il y a une belle ouverture auprès des jeunes et tout. Puis pourquoi? Est-ce que notre travail a encore sa pertinence et tout ça, d'aller voir, sensibiliser dans les écoles? Puis j'ai vraiment eu la confirmation que oui, on a encore énormément de chemin à faire. Il y a une espèce de montée d'intolérance, je dois dire, auprès des jeunes, mais auprès des adultes également, d'incompréhension de la diversité sexuelle et de genre. Il faut absolument répéter le message. C'est important de
qu'on est comme tout le monde, c'est une caractéristique parmi tant d'autres. C'est important que chaque être humain puisse montrer sa couleur parce que ça apporte quelque chose dans la société. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Donc, notre défi, c'est de pouvoir continuer à offrir ce genre de service-là, de répondre adéquatement aussi aux besoins des différents milieux. C'est vraiment ça. Donc, à peu d'employés et avec la réalité budgétaire qu'on a, de continuer d'offrir nos services, là. Ouais, en effet, c'est sûr que ça fait un peu plate de parler d'argent parce qu'on veut pas, on est quand même dans le communautaire, on veut rendre service et tout ça, on fait tout ce qu'on peut, le maximum avec le peu de moyens, mais tu sais, comme Jessica l'a dit aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Le milieu communautaire en général, c'est pas quelque chose qui est valorisé beaucoup dans la population et encore moins au gouvernement. Fait que c'est sûr qu'on sent pas qu'il y a une volonté politique d'investir dans les services à la population de façon globale, que ce soit au niveau de l'éducation ou dans le milieu communautaire, c'est pas nous qui recevons la grosse part de l'argent qui vient du gouvernement. On est quand même bien au JAG, on n'est pas en train de pleurer en disant qu'on n'a pas d'argent, mais disons qu'il faut qu'on fasse des prouesses pour boucler le budget en fin d'année puis arriver à offrir les services qu'on nous demande. Des fois, on est obligé de refuser parce que on peut pas, on est limité quand même. Jusqu'à date, ça va bien. On a réussi à combler pas mal tous les besoins et les services qu'on nous demandait. Si ça explose puis qu'on veut développer, ben là, ça va être plus difficile. Puis souvent, ben, quand ils vont nous donner de l'argent, ben, ça va être par projet. Puis fonctionner par projet, ça donne pas plus d'argent à la mission globale qu'on a. Ce qui fait en sorte qu'il faut développer des nouveaux projets qui dureront pas dans le temps. Fait que c'est bien beau avoir un 6 000 $ d'un coup, mais ce 6 000 $-là, l'année d'après, on l'a plus. Fait que ça sert à quoi de créer un nouveau service que tu pourras pas maintenir? Mais ça, c'est toutes des notions qui sont moins le fun à discuter, mais c'est un réel défi. Puis c'est aussi de garder au fil du temps la motivation de faire notre travail. Parce que c'est pas toujours facile, parce que faire beaucoup d'interventions à peu d'employés, ça fait qu'on fait pratiquement toutes les interventions. Mais il y a d'autres aspects qu'on peut pas développer, on peut pas créer justement soit des nouveaux projets. C'est sûr que si tu es une équipe de 10 personnes, tu as 10 têtes pour penser. Quand tu es 3, à un moment donné, les mêmes idées peuvent revenir. De se renouveler puis de garder la motivation, ça aussi, c'est un défi en tant qu'intervenant. Puis avec la montée justement là, de l'intolérance et tout ça, de l'incompréhension, on se dit, mon Dieu, ça va être plus difficile de faire notre travail. Mais en général, je te dirais que ça va bien. C'est juste qu'il y a certains défis, puis comme n'importe quel travail, là. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour vous personnellement? D'avoir acquis une reconnaissance dans notre milieu. Parce que oui, notre territoire est grand, mais maintenant, quand on dit le JAG, les différents organismes, ça fait « OK, oui, on connaît ». Fait que le fait d'être reconnu, qu'on devienne la référence aussi, parce que je vous ai appelé parce que telle personne me dit de vous contacter. Fait que c'est le fun à ce niveau-là de savoir de crème le bouche à oreille, puis le temps qu'on a fait la promotion de notre organisme, de parler de nos services qu'on offre, d'apporter ses fruits. Ça, je trouve que c'est une belle réussite et d'avoir présentement des membres qui sont actifs dans l'organisme, qui participent à nos soirées les jeudis et qui se sentent bien. Voir un sourire à la fin d'une soirée, de voir qu'ils ont eu du plaisir, qu'ils ont pu être vraiment eux-mêmes. Parce qu'on a vu l'évolution de certains membres aussi, qui étaient très gênés, introvertis. Puis, après un certain temps à l'organisme, c'est ceux qui parlent le plus, qui vont interagir avec les autres. Ça aussi, c'est une petite fierté aussi en tant qu'intervenant. Moi, ma plus grande fierté en tant qu'intervenant, c'est de créer un climat de confiance puis de sentir qu'il y a des membres qui, s'ils ont besoin de parler, vont venir me voir, qui sont contents d'arriver au JAG. Oui, c'est sûr que c'est une fierté, mettons, je vais dire égoïste, dans le sens que des fois, je sais que c'est parce que je suis là que les membres font comme « Ah, c'est le fun que tu sois là ». Mais en même temps, je me dis oui, c'est relié à moi, mais c'est relié aussi au fait qu'ils reviennent à chaque semaine parce que le JAG existe. Fait que c'est pas juste moi, mais c'est sûr que personnellement, moi, je suis content quand je sais qu'il y en a qui me font confiance pour se confier à moi. Mais d'avoir aussi, c'est moi qui ai repris les rencontres de groupe il y a 6 ans quand je suis revenu au JAG. Et à ce moment-là, il y avait 0 membre. Puis au début, le JAG, pendant les 3 premiers mois où je faisais des rencontres de groupe, il y avait juste 3 membres. Puis éventuellement, il y a quelqu'un qui s'est joint, qui était l'ami d'une personne. Puis là, cette personne-là a amené 2-3 amis. Finalement, ça a fait que ça a créé un groupe. Fait que ça, c'est une fierté de pouvoir avoir un groupe. Parce qu'il y a plein d'organismes, pas juste LGBT, là, mais qui essaient de faire des rencontres, puis qui sont 2, 3, 6, puis ça tombe, puis ça revient, puis c'est pas constant. Tandis que nous, on a une constance, on a toujours environ, en moyenne, une dizaine de personnes à nos rencontres à chaque semaine. C'est quand même un tour de force. Fait que tu sais, ça, c'est une belle fierté d'organisme, là, de dire on est capable d'avoir au moins une dizaine de membres. Et cette année, on a dépassé le nombre total de membres depuis que le JAG existe.
Fait que ça aussi, là, c'est le fun, parce que ça veut dire que les gens restent et ont envie de continuer à contribuer à l'organisme. C'est plein de sentiments comme ça, puis la reconnaissance, c'est sûr. Là. C'est de savoir que les gens nous réfèrent du monde, puis ça aussi. Là, puis que quand on arrive dans les écoles, là, c'est comme « Ah, c'est le fun que vous soyez là cette année. Hey, je me souviens l'année passée. » Puis que les écoles nous accueillent à bras ouverts, ça, c'est génial aussi. Je pense que quand les gens sont au JAG, il n'y a pas d'âge. Oui, parfois, il y a eu à ajuster des trucs, mais tu sais, c'est comme une micro-société, veut pas, donc il y a des ajustements à faire, puis à répéter un peu les codes de vie pour que tout le monde puisse se sentir accueilli, mais présentement, ça va vraiment bien. Quelles informations souhaitez-vous transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? Oh mon Dieu, venez au JAG. Venez au JAG! Ben non, mais je dis ça un peu à la blague, mais c'est quand même vrai parce que, tu sais, on l'a peut-être pas nommé, mais aussi les personnes hétérosexuelles sont les bienvenues, tu sais, au JAG. On fait pas de discrimination là, basée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Fait qu'une personne hétérosexuelle qui dit « Ben moi, j'aimerais ça a l'air le fun au JAG. » Ben viens, tu sais, tu vas être la bienvenue. Ben, des fois, on fait des blagues, là, parce que les personnes hétérosexuelles, on fait « Wow, c'est bien, tu sais, toi, t'es juste hétérosexuel. » On discrimine pas pour vrai, mais c'est comme un running gag, là. Il y a personne qui pense qu'est-ce qu'il dit dans ce temps-là. Si quelqu'un est hétérosexuel puis dit « Moi, j'aimerais ça venir à vos activités » ou j'ai une personne de mon entourage qui est un peu gênée de venir au JAG parce que là, elle va être toute seule, mais là, je peux-tu l'accompagner? Oui, vraiment. Tu peux venir puis tu risques d'y prendre goût puis de revenir, même si ton ami est plus là. Moi, je dirais, ceux qui sont gênés, qui disent « Ouais, mais je connais personne » ou « J'ai-tu rapport là? Je suis un peu trop jeune. » On s'en fout, là. Les membres, là, moi, ce que je trouve beau aussi, en plus de qu'ils se respectent, quand il y a une nouvelle personne qui vient au JAG, les membres vont l'entourer dans le sens qu'ils vont lui dire « Hey, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? T'as entendu parler du JAG de quelle façon? » C'est rare qu'un nouveau membre va rester nouveau longtemps. Il va se faire inclure dans la gang assez rapidement. Même si la personne est timide et qu'elle reste dans son coin au début, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé d'arriver au JAG en criant « Hey, je suis assez content d'être ici. » Non, tu peux être plus réservé. Au fil du temps, les gens vont t'inclure, puis tu vas jaser, puis tu vas rencontrer des nouvelles personnes, puis tu vas arrêter de te sentir comme nouveau assez rapidement. N'hésitez pas, là, si vous avez envie de participer à nos activités. Au pire, ça peut être aussi de nous rencontrer avant. Il y en a qui vont faire ça, qui vont dire « J'aimerais mieux rencontrer un intervenant avant, comme ça au moins je vais te connaître. » Fais-le. Puis quand tu arriveras dans le groupe, au moins tu vas avoir un visage que tu connais. En effet. S'il y a un autre message à transmettre, peu importe de quel milieu tu viens, que tu sois un travailleur, que tu sois un étudiant, peu importe, tu as besoin d'une ressource sur le territoire de la Montérégie-Est. On est l'organisme LGBT+, qui est là. Que peu importe si tu t'informer parce que tu as des questions par rapport à un ami, un membre de la famille, toi-même, hésite comme ressource. Nous, aussitôt qu'on peut répondre à un besoin, ça fait du bien, on se dit, on a outillé une personne, justement, fait que c'est vraiment pertinent, c'est là qu'on voit la pertinence de notre travail, donc faut pas hésiter à nous appeler, nous contacter, nous poser des questions. Notre numéro de téléphone, on a un numéro sans frais, fait que déjà ça c'est intéressant pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est le 1-800-774-1349. Sinon notre site web c'est LEJAG, donc lejag.org. On a une page Facebook. Jessica et moi, on a chacun un profil intervenant aussi. Fait que si les gens veulent devenir notre ami, nous poser des questions, aimer notre page, puis je le répète encore, là, on n'est pas obligé d'être LGBT pour aimer le JAG. Peut-être qu'on soutient la cause. C'est le fun parce qu'on met toutes sortes d'affaires là, sur notre Facebook, là, des articles qui viennent du Québec, des projets de loi, des vidéos. Fait que c'est super intéressant. Même si on n'est pas soi-même LGBT, mais c'est le fun de s'informer sur cette réalité-là. Bien sûr, ça peut être par téléphone, prendre rendez-vous, venir nous voir. Nous tenons à vous remercier, Alexandre et Jessica, pour votre présence et votre temps aujourd'hui. Pour cette magnifique entrevue, nous vous souhaitons une belle continuité dans vos projets. Bien, merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir.